Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le secteur privé national a reçu hier par le Premier ministre Amadou Ba une rencontre qui a servi de cadre pour échanger sur les préoccupations des acteurs économiques. Ils sont favorables à la pacification de l'espace public pour préserver l'environnement des affaires. L'unité flottante de gaz naturel liquéfié est arrivée à destination à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Elle constitue une composante clé du projet de Grand Tortue à Méhim. Le FLNG est au cœur du développement de la première phase du projet GTA qui devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de gaz par an. Plus de 800 000 producteurs et éleveurs ont été assurés pour plus d'1 milliard d'indemnisations à payer. L'État du Sénégal veut faire de l'assurance inclusive un levier essentiel de la stratégie nationale d'inclusion financière et c'est pour permettre aux populations à faible revenu d'accéder aux produits d'assurance et c'est à suivre dans le grand format économique. Bienvenue à tous. Après les centrales syndicales, le Premier ministre a reçu hier le secteur privé national dans un contexte marqué par des défis politico-économiques. Les discussions ont porté sur les préoccupations des acteurs économiques. Ils sont favorables à la pacification de l'espace public pour préserver l'environnement des affaires et relever les défis de la création d'emplois. Aramda au compte rendu. C'est le patronat dans son ensemble qui s'est prêté à cette séance d'échange ouvert. Le devoir de s'unir dans une conjoncture délicate, dira le Premier ministre. Il invite à forger dans la cohésion un chemin vers la prospérité et la stabilité. L'histoire nous enseigne que les périodes de crise sont souvent le creuset où naissent les grandes avancées. C'est dans ces moments que notre résilience et notre capacité à nous réinventer sont mises à l'épreuve. Aujourd'hui, je vous invite à faire preuve de cette même résilience, à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Les prises de parole se sont enchaînées, laissant entendre les mêmes préoccupations, l'amélioration de l'environnement des affaires, la pacification de l'espace public propice au développement des affaires. Le véritable problème actuel de notre pays, c'est l'emploi des jeunes. Et l'emploi des jeunes passe nécessairement par l'accompagnement d'un secteur privé national fort qui peut permettre de donner aux jeunes de l'emploi, d'accroître les richesses de l'État et d'accroître notre capacité d'investissement interne. Nous devons aussi dire qu'il faut que vous diminuiez un peu quand même la pression fiscale. Je sais qu'il y a des besoins peut-être d'argent beaucoup plus, mais il faut réduire un tout petit peu ou faire ce que nous avions toujours proposé, le Yatal, dont on ne voit pas tout le temps cet élargissement de l'assiette qui devait permettre à la fois l'augmentation des recettes et une baisse de cette même pression. Il faut qu'on puisse la mettre en œuvre. Sur la digitalisation, je pense qu'il faut accélérer ce processus. Ceci permettrait de rendre plus efficace beaucoup de choses aujourd'hui, des services publics, la transparence et la lutte contre la corruption. L'exercice devra se répéter tous les 6 mois avec le Premier ministre. C'est une des nombreuses recommandations qui découlent de cette audience. Je demanderai au ministre en charge de l'économie de prendre les dispositions appropriées en relation avec le secrétaire général du gouvernement et l'APIX pour accélérer le processus d'adoption du Code des investissements. Je demande aussi au ministre des Finances d'étudier avec les départements ministériels compétents et en concertation avec le secteur privé les voies et les moyens d'élargir le contenu local. C'est une demande très forte. On l'a élargi au secteur des mines. Maintenant, il faut peut-être qu'on envisage de l'élargir aux autres secteurs et ça va permettre d'avancer sur certains dossiers. La dette intérieure a aussi beaucoup occupé les débats, l'apuration dans les meilleurs délais et la posture du Premier ministre. Il faut une concertation très rapprochée avec le secteur privé, les ministres, les plus gros débiteurs, je pense au ministre des Infrastructures ou au ministre de la Santé, que vous puissiez vous retrouver, que les dettes soient décomposées et qu'il y ait peut-être un plan d'appurement tenant compte des contraintes que nous avons. Je pense qu'aussi cela est absolument nécessaire, il est bon. Le ministre du Commerce aussi, par rapport aux subventions,
Je pense que là, il y a une question qui a été soulevée par le président Idithia. Effectivement, il y a beaucoup de complaintes par rapport aux subventions qui sont dues. Les instructions du Premier ministre vont également dans le sens de tenir des concertations régulières avec le secteur privé. Le gouvernement se prépare également à la tenue d'un conseil présidentiel sur l'investissement. Et puis, cette bonne nouvelle, le projet GNL de GTA franchit une étape majeure avec l'arrivée du FLNG, l'unité flottante de gaz naturel liquéfié, composante essentielle du projet Grand Tortue Ahmeyim, est arrivé à destination à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Le FLNG Jimi est au cœur du développement de la première phase du projet GTA, exploité par BP et ses partenaires Cosmos Energy, Petrosen et SMH. La phase 1 du projet GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de gaz par an. Ce projet innovant devrait produire du gaz naturel liquéfié pendant plus de 20 ans, permettant ainsi à la Mauritanie et au Sénégal de devenir une importante plateforme du GNL au niveau mondial. Cela fait suite à l'arrivée du FPSO du projet Sangomar le dimanche 10 février 2024. Place à la rubrique économie. Elle s'intéresse à l'assurance inclusive qui vise à permettre aux populations à faible revenu d'accéder aux services offerts par les différentes compagnies. Les spécialistes veulent aller à la conquête d'autres marchés. Les niches et les opportunités sont réelles dans des secteurs comme la pêche, l'élevage ou l'agriculture. En 2023, 800 000 producteurs et éleveurs ont été assurés pour plus d'1 milliard d'indemnités payées. Le Sénégal est à 1,5% de taux de pénétration. L'assurance est un moyen pour une personne appelée à l'assuré de gérer les risques et bénéficier de secours de l'assureur en cas de sinistre. L'assurance classique était jusque-là réservée aux personnes et services ayant un certain niveau de revenus. Depuis quelque temps, l'État du Sénégal a entrepris une politique plus inclusive destinée à améliorer le taux de pénétration et de couverture. On a un taux d'assurance de 1,5% à peu près, taux de pénétration qui est très faible. Donc on s'est dit qu'il faut amener à l'assurance les personnes qui sont en marche. Comment faire? Donc il faut réfléchir sur des produits adaptés à leurs besoins, mais surtout à leurs revenus pour pouvoir les inclure. Donc en assurance agricole, en assurance santé, en besoin de protection. L'assurance inclusive vise donc à rendre accessibles à tous les offres d'assurance. Elle permet aussi le renforcement de la résilience des populations face aux risques de catastrophes naturelles. L'assurance inclusive comprend en partie l'assurance climatique qui permet aux éleveurs et aux agriculteurs de se couvrir en cas d'insuffisance de la pluviométrie et également protéger les éleveurs de certaines épidémies de bétail. Donc, à côté de cela, il y a un autre instrument qui est déjà utilisé, c'est l'African Risk Capacity, qui est une initiative africaine. L'African Risk Capacity indemnise l'État et l'État répartit ces montants-là aux populations les plus affectées. L'État a mis en place des mécanismes comme la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. La CNAS propose des produits diversifiés et destinés au secteur de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture. En 2023, la CNAS est passée à plus de 800 000 clients, producteurs comme éleveurs, avec un chiffre d'affaires tournant autour de 2,7 milliards. Et ces primes ont engendré une indemnisation cumulative de 1,6 milliard. Pour ce qui est de l'assurance agricole, l'État a mis en place un mécanisme de subvention. Donc les primes assurance agricole, donc à 50% de subvention. Nous sommes soutenus aussi par les partenaires techniques et financiers qui subventionnent aussi certains assurés. Et il y a même des assurés qui sont financés gratuitement par certains programmes parce qu'ils n'ont pas du tout les moyens d'accéder. L'assurance fait partie des produits financiers dont l'accès reste limité pour les personnes à revenus faibles. Elle constitue un levier essentiel de la stratégie nationale d'inclusion financière 2022-2026. Elle a pour objectif principal de porter l'accès et l'utilisation des services financiers à 75% de la population sénégalaise adulte, donc de plus de 15 ans, et à 90% des PME.
L'assurance est le produit financier le moins connu des populations, d'où la nécessité de miser sur l'éducation à l'assurance. Il faut qu'on éduque les gens sur l'assurance en mettant en place des programmes d'éducation financière derrière ou d'éducation assurantielle qui permettent aux gens de les expliquer quels sont les risques, à quoi ça contribue, qu'est-ce que l'assurance peut vous apporter, vous en tant que population. Donc ce sont des choses effectivement qui, pour moi, sont importantes, en plus de l'aspect commercialisation, communication, de pouvoir intégrer ces aspects-là pour que demain, les gens sentent que l'assurance doit être intégrée dans leur quotidien, dans ce qu'ils font de tous les jours. Et pour moi, c'est cette approche 360 degrés qu'il faudra mettre en avant pour que, qu'il y ait le maximum de personnes assurées. Aujourd'hui, les compagnies invitent les autorités à revoir le cadre réglementaire pour lever les contraintes. Vous savez, il y a le digital qui est là, il y a l'innovation qui est là. Le plus souvent, en termes de réglementation, c'est un peu limite parce que je pense que la dernière mise à jour date de longtemps. Maintenant, il y a évolution dans le comportement des consommateurs. Maintenant, comment l'adapter par rapport à ces contraintes-là? Notre contrainte, c'est essentiellement également le prix. La contrainte majeure, le prix. Par exemple, aujourd'hui, les gens pensent que l'assurance inclusive, la microassurance, c'est une question de prix, alors que derrière, c'est une question d'adaptabilité. Parce que les gens, effectivement, ils n'ont pas même connaissance de ces produits-là. L'idée, c'est quels sont les canaux sur lesquels on peut se baser pour le servir. Maintenant, effectivement, en mettant un prix adapté par rapport à leurs revenus, à leur pouvoir d'achat. La réglementation, la digitalisation ou encore la microassurance, autant de préoccupations soulevées lors de la 4e édition du laboratoire d'innovation de l'assurance inclusive, une rencontre qui va permettre de proposer des produits d'assurance adaptés aux besoins de protection des populations. Intégration de l'approche genre dans les politiques de développement. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération veut faire des pas de géant. Malgré quelques acquis, il reste encore des contraintes et des barrières à lever pour que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, nous dit Damsil. Cet atelier vise à renforcer les capacités des points focaux genre du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération sur les concepts fondamentaux qui interviennent dans l'analyse de la prise en compte du genre. Toute cette chaîne, allant de la planification au suivi-évaluation, constitue les champs d'action pour la mise en perspective de l'égalité entre les hommes et les femmes, permettant la prise en compte des inégalités existantes et l'identification de mesures correctives appropriées à l'image des programmes d'autonomisation des femmes et des jeunes également, parmi les défavorisés. Cette rencontre va ainsi permettre d'améliorer la capacité d'analyse en matière d'équité de genre des acteurs du ministère de l'Économie. Elle vise aussi à doter les points focaux de compétences et d'outils leur permettant d'intégrer le concept genre dans la conception des politiques, programmes et projets. L'audit réalisé au niveau de l'ensemble des services de mon département a fait ressortir qu'il existe plusieurs acquis qui méritent d'être consolidés, mais également des points faibles à améliorer pour une bonne prise en compte du genre. L'intégration des questions de genre dans les politiques publiques nécessite le développement de la sensibilité des principes directeurs de la gestion axée sur les résultats. Sa mise en œuvre permettra de renforcer la prise en compte au sein du ministère de la dimension genre dans tous les processus organisationnels comme opérationnels, conformément aux directives du chef de l'État qui a instruit le gouvernement d'intégrer davantage l'approche genre dans le déploiement des projets et programmes sectoriels pour une meilleure appropriation de leur mise en œuvre, gage de leur réussite. Elle favorisera également la mise en place d'un environnement de travail dans lequel les hommes et les femmes pourront exprimer leurs capacités et leurs talents. L'issue de cet atelier de sensibilisation sur les concepts de base de l'approche genre et développement a permis de formuler des recommandations pour une meilleure intégration du concept genre dans le fonctionnement et la structuration du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Et au chapitre santé, la journée mondiale du cancer des enfants a été célébrée ce jeudi. 800 à 1200 nouveaux cas sont enregistrés chaque année au Sénégal. L'unité d'oncologie pédiatrique de Dalal Jamm assure un taux de guérison de 50%, d'autant plus que ces cancers sont curables s'ils sont diagnostiqués à temps. Fanta Badji nous fait le point.
Au Sénégal, plus de 500 nouveaux cas de cancer pédiatrique sont diagnostiqués chaque année. Leucémie, cancer du sang, néphroblastome, cancer des reins, rétinoblastome, cancer de l'œil, les lymphomes ou cancer des ganglions. Parmi les cancers pédiatriques, on compte également les tumeurs cérébrales, les cancers de l'os et du foie. Chaque année, on décompte environ 400 000 nouveaux cas de cancer chez les enfants de 0 à 15 ans. Ici au Sénégal, on décompte à peu près 800 à 1200 nouveaux cas. Mais malheureusement, seuls 200 à 250 arrivent au niveau de la seule unité de prise en charge des cancers de l'enfant au Sénégal. À l'unité d'oncologie pédiatrique de Dalal Jamm, les spécialistes assurent un taux de guérison de 50%. Parce qu'il est très chimiosensible. Donc si le malade arrive tôt, qu'il a un diagnostic très tôt, qu'il reçoit les traitements comme les protocoles le disent, il a toutes les chances de guérir. Dans presque plus de 80% de cas, il faut que les médicaments soient disponibles, il faut que le traitement soit suivi à la lettre. L'annonce diagnostique une étape importante du processus de prise en charge du cancer de l'enfant. C'est toujours très dur pour un parent de recevoir une annonce de cancer chez son enfant. Très souvent, les parents arrivent ici désemparés et jusque-là, ils n'ont pas eu d'informations par rapport à la maladie de l'enfant. Donc, parmi nos rôles, on se doit d'annoncer la maladie, le pronostic et le traitement, le déroulé du traitement. Le traitement du cancer de l'enfant est long et onéreux. L'implication des parents est souhaitée. Dans notre unité, le cancer le plus fréquent, c'est la leucémie. Le traitement se déroule sur 3 ans. Donc c'est un traitement qui est très long. Il faut que le parent adhère, comprend pourquoi il doit régulièrement venir au rendez-vous et quelle est l'importance de ces rendez-vous pour le suivi de son enfant. Il représente certes une faible proportion de la totalité des cancers, 1% selon les spécialistes. Le Sénégal compte peu d'oncologues pédiatres et un plateau technique limité, ce qui diminue considérablement le taux de guérison. Les cancers pédiatriques qui prennent des proportions inquiétantes au Sénégal. Et nous en venons à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie de l'édition de la mi-journée, le modèle de fonctionnement des maisons de jeunesse a été présenté aux autorités et acteurs au développement à Tivaouane. Une rencontre marquée par la signature de contrats de travail avec les jeunes de la cité religieuse dans le cadre du programme Xëyu Ndaw yi. Compte rendu Fatimata Banelba. La Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Tivaouane est une infrastructure de dernière génération, respectueuse des normes et exigences de développement durable, en termes d'économie, d'énergie, de gestion des déchets et d'aménagement de l'espace. Une structure d'animation socio-éducative destinée à la prise en charge des besoins et aspirations des jeunes. Et pour une utilisation efficiente de cet espace d'éclosion de talent et de créativité, la salle de conférence a accueilli un comité départemental de développement, présidé par le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Et avec les acteurs territoriaux de Tivaouane, toutes couches sociales confondues ont discuté de la gestion et de l'animation de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté. La deuxième à être réceptionnée après celle de Kaolack. Le projet de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté est un projet personnel de son Excellence, M. le Président Macky Sall, qui dans le cadre de la mise en œuvre du PSE Priorité Jeunesse a conçu ce projet pour permettre aux jeunes Sénégalais de disposer d'une plateforme infrastructurelle qui leur permettent effectivement de pouvoir avoir un cadre de discussion, un cadre d'échange, mais aussi un cadre qui va les connecter avec les politiques publiques, notamment les politiques publiques en faveur des jeunes. Les maisons de la jeunesse vont abriter naturellement les pôles emploi. Cette bâtisse, au-delà de l'aspect esthétique, a aussi un contenu important dans le cadre du développement et de la promotion de la citoyenneté. Et les maisons de la jeunesse aussi, ce sont des contenus pédagogiques, des contenus éducatifs qui permettent aux jeunes de pouvoir effectivement comprendre ce que l'État fait en termes d'activités de promotion de la citoyenneté, mais aussi en termes d'activités de promotion économique et sociale. Et nous avons échangé avec les acteurs, notamment les jeunes, mais aussi les acteurs, les maires, les comités territoriaux,
pour échanger avec eux sur la démarche qu'il faudrait entreprendre pour pouvoir permettre à la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté de Tivaouane de pouvoir être citée parmi les meilleures maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Cette réunion a été un prétexte pour le ministre Pape Malick Ndour de signer des contrats de travail à près de 300 jeunes de Tivaouane dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi pour une durée de 3 ans. Il faut le rappeler, le président de la République a pris la décision de renouveler tous les contrats issus du programme Xëyu Ndaw ñi, mais en y apportant effectivement une innovation de taille, celle qui consiste à faire signer des contrats pour une durée de 3 années. Ça, c'est une innovation et je profite de l'occasion au nom de tous les jeunes pour encore une fois remercier le président de la République. Nous en avons profité aussi pour élargir donc, la base ou bien les cibles des contrats en ajoutant parmi les bénéficiaires les collectivités territoriales. Une belle vision qui certainement à terme va résorber de manière importante l'emploi et l'employabilité des jeunes, mais aussi permettra, et c'est ça le volet qui m'importe le plus, de fixer nos jeunes dans les territoires. La durabilité et la pérennité de la MJC de Tivaouane dépendront de l'engagement des populations et de la jeunesse à préserver l'édifice. Son espace comprend plusieurs sections d'animation socio-éducative avec une salle de gymnastique, une salle de conférence, une salle de jeux de société, un studio d'enregistrement et une salle de projection, une piscine et d'autres installations de jeux extérieurs et de détente, entre autres. Son inauguration prochaine est annoncée par le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Parlons à présent de ce grand bond en avant dans la lutte contre les inondations. Un radar pour détecter les alertes précoces est dans sa dernière phase de conception. Ce nouvel outil fait appel à de l'imagerie satellite pour prévenir les risques dans les zones inondées le plus rapidement possible et guider les secours. Et c'est Mamou Moussagnan qui nous en parle. Sur ce site, un radar sera fonctionnel avant le début de l'hivernage. Le radar va permettre de détecter les alertes sur les risques d'inondation entre Dakar et Thiès. La direction de la gestion et de la prévention des inondations a fait le déplacement sur les lieux avec les équipes chargées de sa matérialisation. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, la connaissance du risque est un maillon important. Ce qui fait que l'AFD, par le canal du Fonds vert climat, a doté à l'État du Sénégal d'un radar en bande C qui va permettre de surveiller le Grand Dakar sur les intensités des pluies qui pourront s'abattre dans le Grand Dakar. Le radar sera chargé de surveiller le Grand Dakar sur les intensités des pluies qui vont s'abattre sur toute la zone. Dès lors, il est important pour les techniciens de savoir les risques encourus pour pouvoir faire de la mesure précise et la prévention des inondations. Et cela va nous permettre aujourd'hui d'aller vers ce qu'on appelle un système d'alerte précoce pour mieux prévenir et anticiper les risques et les dégâts sur les inondations. C'est un radar qui fait à peu près 500 à 600 kg avec un radium pour le protéger. Il est doté d'une antenne qui fait un peu moins de 2 mètres de diamètre et qui permet de couvrir toute la zone de Dakar et des alentours. Ce projet avec la DGPRE tourne autour de 2 milliards 100. Donc c'est un projet qui concerne à la fois l'ANACIM et la DGPRE. Pour la DGPRE, il s'agit du suivi des nappes et pour l'ANACIM, de l'environnement et des précipitations. Le projet va directement impacter le travail de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, et la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau. Avant 4 mois, le radar sera réceptionné. Et vous le savez, les chrétiens ont démarré le carême depuis quelques jours. Pendant cette période de jeûne, les fidèles doivent choisir le repas à prendre ou à éliminer. Un seul est permis. Alors, petit déjeuner, déjeuner ou dîner. À Matam, où ils vivent, Moïse et Émilie, vous allez le voir, ont trouvé la parade. Ibrahim Pabidjidjou. Pour ce carême qui a débuté, Émilie et Moïse ont déjà fait leur choix sur le seul repas à respecter, comme le veut leur religion. Le dîner, c'est le repas qu'ils ont en commun, mais à chacun ses raisons. Je pense que si je mange bien la nuit, je pourrais tenir toute la journée jusqu'au soir. Parce que au réveil, je n'ai pas trop faim. Donc, si je prends le dîner, je peux
vraiment supporter, braver le reste, en tout cas, de la journée. Études et carême dans une région caniculaire n'est pas une chose facile, mais avec la foi, rien n'est impossible. Le carême ici à Matam, je pense que ça sera très difficile à cause de la chaleur. Parce que c'est ma première année que le carême me trouve ici à Matam. Bon, il fait très chaud et pour ne pas aussi déshydrater, très souvent, si je sens le besoin de boire, je bois. Et je crois que le curé l'a rappelé tout à l'heure, qu'il n'est pas exclu dans le jeûne chrétien, parfois, de boire un peu ou bien de manger un peu pour continuer son jeûne. Parce que justement, c'est le jeûne du cœur qui importe le plus. 18h, c'est l'heure de la messe. En ce jour de mercredi des Cendres, la paroisse s'est avérée exiguë. Tous sont venus répondre à l'appel du Christ, et ce, malgré la fatigue qui se lit sur les visages. Comme s'ils se sont passés aussi le mot, ces fidèles ont également opté pour le repas du soir. C'est la clé pour bien affronter le carême. D'habitude, je prends le dîner parce qu'il est plus facile de dîner et de se réveiller le matin, de ne rien prendre jusqu'au dîner. Dormir avec le ventre qui n'a rien, ça c'est un peu difficile pour moi. Je préfère de couper chaque 20 heures. Et à minuit, j'arrête tout et je commence encore jusqu'à 20 heures du soir. Mais le carême, c'est aussi des moments de prière et de partage avec les démunis. Pour rentrer là, on demande aux chrétiens d'être humbles, d'être charitables. Si par exemple tu as l'habitude de fumer de la cigarette, on te demande de diminuer. Et si tu as l'habitude aussi de manger matin, midi, soir, dans le carême chrétien, on te demande de prendre un repas par jour. Et maintenant, les autres repas que tu laisses, ce n'est pas pour économiser, c'est pour donner aux pauvres. Pour ces 40 jours de carême, chaque fidèle chrétien doit chercher à se rapprocher davantage du Seigneur. Une période propice pour des recueillements. Et nous restons dans ce registre à Kaolack. L'école Saint-Jean-de-Dieu a abrité une messe de grâce pour marquer le début du carême. Élèves, corps enseignants, parents d'élèves, on prépare à ces intenses moments de communion et de ferveur. À Kaolack, la correspondance de Claire Diop. Pour lutter contre l'esprit du mal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité. L'hymne de la gloire du Seigneur chanté par ses fidèles dans la foi chrétienne ici à l'école Saint-Jean-de-Dieu au quartier Caznac. Ainsi est célébré le mercredi des cendres qui marque le début du carême. Du cendre est déposé sur le front de chaque fidèle en signe de la fragilité de l'homme mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Aux chrétiens, le rite communautaire ouvre le temps du carême. L'appel à la conversion sur l'humilité est lancé. Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. C'est par ces paroles que débute la première lecture tirée du livre du prophète Joël. Devant les fidèles, grâce est rendue au Seigneur. L'invite est lancé pour faire de chaque chrétien un ambassadeur de la bonne parole. N'hésitons pas, frères et sœurs, à retrouver l'amitié de Dieu perdue avec le péché. En rencontrant le Seigneur, faisons l'expérience de la joie de son pardon. La messe a vu la participation des élèves de l'école, du corps enseignant, aussi des parents. Nous avons tous bien commencé le carême grâce à une célébration eucharistique priante et nous prions que cela continue, nous accompagne jusqu'au soir de Pâques.
Ces fidèles frères et sœurs en Jésus-Christ ont 40 jours de carême pour approfondir l'expérience spirituelle. 3 piliers fondamentaux sont déterminants dans le sacrement de l'Eucharistie, les œuvres de charité, la prière et le jeûne. Pour ces croyants, plus qu'un devoir, la démarche une rencontre gratuite avec l'amour de Dieu. Actualité internationale pour finir. L'opposant russe Alexei Navalny est mort en prison ce vendredi. L'annonce a été faite par les services pénitentiaires russes. Alexei Navalny, 47 ans, purgeait une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. Il était l'opposant numéro 1 du Kremlin. Et voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous. الرحمن الرحيم الملك